Meslektaşlarım, yerlerinizi almanızı istirham ediyorum. J'aimerais bien vous demander, Burada fotoğraf çeken fotoğraf. Please, I'm asking the photographers take seats. Dear colleagues photographers, please let our cameraman and let other journalists start the press conference. Respect your colleagues. Thank you so much. Mesdames, Messieurs, nous avons eu une rencontre avec le ministre turc des Affaires étrangères, Çavuşoğlu, et puis une discussion trilatérale avec la participation de Dmitry Kuleba, ministre ukrainien des Affaires étrangères. Et cette discussion s'est tenue sur la proposition du président turc Erdogan après une discussion avec le président Poutine. Il avait proposé cette initiative récemment et nous avons été d'accord avec cette initiative turque. Nous sommes toujours pour que des contacts soient établis pour résoudre les problèmes qui sont à la base de la crise ukrainienne actuellement et pour trouver une solution de sortie. Évidemment, nous avons indiqué que ces contacts doivent avoir une valeur ajoutée et qu'ils ne seraient pas utilisés par nos collègues ukrainiens qui le font régulièrement pour changer ou d'évaluer l'orientation principale des discussions qui sont en cours et ne casseront pas les discussions qui ont cours entre les deux délégations. La discussion d'aujourd'hui a confirmé que cette orientation était sans alternative et nous avons parlé aujourd'hui de l'initiative de nos amis turcs sur les questions humanitaires et nous avons expliqué les mesures qui peuvent être prises par nos militaires sur le terrain pour faciliter le sort de la population civile qui se trouve en grande partie otage puisqu'elle est utilisée par les bataillons de volontaires et la défense dite territoriale comme bouclier humain. Ces faits sont parfaitement connus et plusieurs fois par jour, nos représentants, notamment du ministère de la Défense, indiquent justement à la presse que ces faits ont lieu. Nous avons confirmé que l'initiative russe de mise en place de corridors humanitaires quotidiens, cette proposition demeure d'actualité. Les heures d'ouverture sont établies en fonction de l'analyse de la situation et des nécessités de trouver des itinéraires plus sûrs pour l'évacuation des civils. Et bien sûr, nous avons rappelé à nos collègues que lors de la dernière étape de discussion en Biélorussie, il y avait eu déjà des projets de textes juridiques plus concrets qui avaient été proposés et la partie ukrainienne avait pris ces documents pour les travailler à Kiev et s'était engagé à donner des réponses concrètes prochainement parce que nous voulons avoir une discussion sur la plateforme biélorusse qui soit sérieuse, non pas avec des documents officiels, formels, mais simplement validés concrètement sur le papier pour un règlement global de la crise ukrainienne et dans le contexte de la sécurité, des garanties de sécurité pour la Fédération de Russie dans l'espace européen. Voici en bref de quoi nous avons parlé aujourd'hui et je suis prêt à répondre à vos questions. S'il vous plaît, la chaîne 1, la Russie. Первый canal, s'il vous plaît, si la chaîne est présente.
Apparemment, non, ils ne sont pas là. Juste une seconde. Anatalo. Да, в турецкой стороне. Ah, nous donnons la parole à la partie turque. Sayın Bakan, savaşın şu an Rusya için ortaya çıkan maliyetleri tam olarak hesapladığınız gibi Just mi? a second for the interpretation. Just a second. Excuse me, sorry. Sayın Bakan, savaşın şu an Rusya için ortaya çıkan maliyetleri tam olarak hesapladığınız gibi mi? Fazlası ya da azıyla karşı karşıya mısınız? Öncelikle bu soru. Batı'dan Ukrayna ordusuna geldiğini tespit ettiğiniz silahlar için Ukrayna toprakları dışında da bir müdahale düşünür müsünüz? Son olarak da Polonya'da konuşlandırılacak patriotları doğrudan tehdit kabul edecek misiniz? Askeri misilleme seçeneğiniz açık mı? Teşekkür ediyorum. Я не очень понял в переводе. J'ai pas compris toute la traduction de la question, mais Отвечать на вопрос pour о том, répondre как à la развиваются question de savoir специальные военные операции, sur le déroulement de l'opération spéciale, представители нашего министерства d'abord ce sont nos représentants du ministère de la Défense et c'est le président qui donne des avis puisque c'est lui le commandant en chef. Pour l'instant, tout se déroule conformément au plan. En ce qui concerne les livraisons d'armes de l'étranger en Ukraine, nous voyons effectivement que nos collègues occidentaux agissent de façon dangereuse, en infraction à tous leurs principes et valeurs. Ils encouragent la livraison d'armes létales en Ukraine, notamment des milliers de systèmes antiaériens qui peuvent se déplacer où on veut et qui sont souvent utilisés par les terroristes pour créer des menaces pour l'aviation civile. Où ces milliers de systèmes antiaériens mobiles vont-ils se retrouver? C'est une question que nous posons à nos collègues de l'Union européenne et quand ils manifestent un intérêt à mettre fin à la politique qui a été mise en place depuis des années pour transformer l'Ukraine en menace pour la Russie, on n'a pas de réponse. Donc il dit simplement que ces systèmes antiaériens vont se déplacer. Cela fait des années que cette menace pour l'aviation civile, et pas seulement dans l'espace aérien ukrainien, mais aussi dans d'autres pays d'Europe. Sur votre question, est-ce que nous avons l'intention d'attaquer d'autres pays? Non, nous n'avons aucune intention. Nous n'avons pas attaqué l'Ukraine. Nous avons expliqué à plusieurs reprises la situation qui faisait qu'il y avait une menace directe pour la sécurité de la Fédération de Russie, contrairement à toutes les appels, les appels que nous avons faits pendant de nombreuses années n'ont pas été écoutés. Le président Poutine a expliqué clairement et les nouveaux faits qui sont découverts aujourd'hui sur les territoires libérés, et notamment dans les régions de Donetsk et Lugansk, montrent que ces attaques contre ces républiques étaient prévues et d'autres attaques étaient encore prévues pour les mois à venir. Et cela est tout à fait scandaleux quand on voit à quoi s'occupe le Pentagone avec le budget américain en utilisant le territoire ukrainien pour mener des essais sur des éléments, des agents pathogènes pour créer des armes biologiques et chimiques. Et les représentants de Washington ont officiellement démenti les bruits selon lesquels ils mèneraient une activité interdite en Ukraine. Et le fait que tout de suite l'Union européenne a dit qu'elle n'avait aucune donnée sur le fait que les Américains mèneraient une activité militaire, biologique et chimique en Ukraine, tout cela n'est pas étonnant. Et les représentants des Nations Unies ont dit aussi qu'ils n'avaient aucune information là-dessus. Ce n'est pas non plus étonnant, parce que les États-Unis ont mené cette activité profondément secrètement, comme ils l'ont fait dans d'autres pays de l'ex-URSS, en créant des laboratoires chimiques directement le long du périmètre de la Fédération de Russie et aussi de la Chine. Donc, il y a une convention sur l'interdiction des armes chimiques
Et elle exige des États de rendre compte de toute activité qu'ils ont dans ce sens au-delà de leur territoire, mais aussi sur leur territoire. Donc si je comprends bien votre question, c'est la réponse que je vous donne. Mais ceux qui apportent des armes à l'Ukraine doivent bien comprendre qu'ils seront responsables de ces agissements, et ceux qui encouragent le recrutement de mercenaires pour combattre en Ukraine, dans les traditions qui regroupent dans ces bataillons tous ces extrémistes. CNBC, пожалуйста. CNBC, c'est à vous la parole, s'il vous plaît. Your Excellency, Foreign Minister, thank you so much for taking Monsieur my le question. My name is ministre, merci beaucoup de répondre à ma question. Your Excellency, Votre Excellence, Russia has used la Russie a lot of different words to justify the invasion of Ukraine. a utilisé beaucoup de moyens pour attaquer l'Ukraine et le peuple ukrainien. Mais comment est-ce que vous pourriez justifier le bombardement Children's Hospital des hôpitaux pour les enfants, des villes, is an parce atrocity que target. le président Zelensky a déclaré que la Russie a choisi en tant que cible et l'objectif les hôpitaux. Et actuellement, la Russie fait face à une faillite de plusieurs milliards. Parce que si on regarde l'histoire depuis 1917, depuis la grande révolution de bolchevique, comment est-ce que le reste du monde ne pourrait pas s'attendre à ce qui se passe actuellement en Ukraine? Je vous remercie. En ce qui concerne la maternité, ce n'est pas la première fois que nous voyons des cris pathétiques à propos des atrocités causées par l'armée russe. Le 7 mars, il y a 3 jours, ou le 6 mars, je me trompe peut-être, mais en tout cas, lors du Conseil de sécurité de l'ONU, des faits ont été exposés par notre délégation sur le fait que cette maternité était occupée depuis longtemps par le bataillon Azov et d'autres extrémistes. Ils avaient chassé toutes les femmes sur le point d'accoucher, le personnel médical, et c'était une base d'extrémistes du bataillon Azov. Il y a 3 jours, ces faits ont été exposés au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, tirez les conclusions que vous voulez. Donc, comment l'opinion publique est-elle manipulée partout dans le monde? Moi, j'ai vu aujourd'hui un reportage de votre chaîne et d'autres médias. C'est très émouvant, évidemment, mais encore une fois, dans toute situation, il y a des éléments qui permettent d'avoir une appréciation objective de la façon dont les choses se déroulent. En ce qui concerne l'économie de la Fédération de Russie, vous savez, nous nous en occuperons nous-mêmes. Le président s'en occupe, le gouvernement aussi, mais nous sommes une nouvelle fois convaincus que, vous avez dit que nous avons utilisé beaucoup de paroles pour justifier ce que nous faisons en Ukraine. Mais vous savez, nous avons attiré l'attention sur le fait que l'Ukraine était utilisée pendant de nombreuses années pour en faire une anti-Russie. Et dès les années 2000, les pays occidentaux ont obligé l'Ukraine à faire un choix. Est-ce que vous êtes pour la Russie ou est-ce que vous êtes avec nous? Vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous? Qu'est-ce que c'est que ces chantage qui était fait à la société ukrainienne? D'autre part, nous observons d'autres manipulations. Par exemple, dès que les candidats pro-occidentaux étaient à la dernière place, par exemple en 2009, en infraction à la constitution ukrainienne, a forcé, les pays occidentaux ont forcé l'Ukraine a organisé, la Cour constitutionnelle ukrainienne a organisé un 3e tour pour les élections. Et alors qu'à ce moment-là, il n'y avait aucune menace. Mais toujours, sur la base de l'Ukraine, ont été créés des méthodes, des instruments pro-occidentaux. Et finalement, quand l'OTAN a commencé aussi à exiger que l'Ukraine ait toute liberté de rejoindre le bloc et pour pouvoir y créer des bases navales
et y installer des missiles qui sont une menace directe pour la Russie. Nous voyons aujourd'hui qu'il y avait, en plus des laboratoires militaires chimiques, qui travaillaient secrètement, c'est-à-dire que la société ukrainienne ne le savait pas, et tout en prétendant qu'il fallait renoncer au statut nucléaire. Et nous avons exposé à la conscience de nos partenaires occidentaux de réfléchir à la sécurité du continent européen. On nous a dit, oui, on peut parler de tout et n'importe quoi, mais ne rentrez pas sur la question de l'extension de l'OTAN. L'extension de l'OTAN ne menace pas la sécurité de votre pays. Mais en quoi la question de la sécurité, de la défense de notre sécurité peut ne pas être menacée par l'OTAN? On ne parle pas comme ça avec la Russie. Par conséquent, nous ne sommes pas intéressés à justifier ce que nous faisons en Ukraine. Nous avons présenté ce que nous allons faire de façon tout à fait concrète. Nous ne voulons pas de militarisation de l'Ukraine, dans l'OTAN ou hors de l'OTAN, parce que les systèmes d'armes américains peuvent être déployés dans ce pays. Nous ne voulons pas le maintien d'une tendance selon laquelle un gouvernement pro-néo-nazi s'installe dans ce pays avec des bataillons qui portent des insignes SS et qui défilent avec la garde d'honneur du président. Ils procèdent à des entraînements, à des activités terroristes, et nous voulons que l'Ukraine soit neutre. Le président Poutine l'a dit à de nombreuses reprises, en insistant sur la non-extension de l'OTAN. Ça ne veut pas dire que nous ne voulons pas de sécurité pour l'Ukraine, mais nous voulons que le gouvernement, la population ukrainienne, soit protégée dans un accord avec les autres pays européens et dans le respect de la sécurité de la Fédération de Russie. Et le président Zelensky, quand il commence à parler de cette optique d'entrer dans l'OTAN, il manifeste toujours un certain optimisme. Quant aux problèmes économiques, nous allons les régler. Toutes ces difficultés qui se posent, nous avons toujours pu les résoudre, mais cette fois-ci, je vous assure que nous sortirons de cette crise beaucoup plus fort, en meilleure santé psychologique et dans notre conscience. Nous n'aurons aucune illusion sur le fait que les pays occidentaux peuvent être un partenaire fiable. Quand l'Occident parle de ses valeurs, nous n'aurons aucun doute sur le fait qu'il trahira ses intérêts, ses propres valeurs. Avez-vous déjà vu que le droit de propriété ait pu être détruit aussi vite d'une pichenette? On voit ce pilier du droit international qui a été ignoré de la façon la plus grossière. Par conséquent, je vous assure que nous réglerons ces problèmes. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour ne plus dépendre du tout de l'Occident en ce qui concerne l'avenir de notre peuple. S'il vous plaît, Первый канал, c'est à vous la parole. Первый canal, la chaîne 1, le dernier rang, s'il vous plaît. Passez le micro. Bonjour, monsieur le ministre. S'il vous plaît, parlez. Le micro, s'il vous plaît. Konstantin Panyushkin, Первый canal. J'aimerais citer l'une des dernières déclarations de Kiev qui a été faite récemment. La veille, l'adjoint ou l'administration présidentielle ukrainienne a dit qu'il s'était prêt à négocier, sauf que les seules négociations sérieuses qui peuvent être organisées avec les Russes, c'est au niveau présidentiel. Est-ce que vous pensez qu'actuellement ou immédiatement, ça vaut le coup d'organiser les négociations au niveau du président? Je pense que tout le monde sait bien que le président Poutine n'a jamais refusé aucun contact. Nous voulons simplement que ces contacts soient organisés, non pas pour eux-mêmes, mais pour fixer, entériner des accords conclus. Nous avons d'ailleurs abordé cette question aujourd'hui avec M. Kouleba. Il a notamment cité ce problème que vous venez d'évoquer
Et je dis que nous sommes toujours prêts à nous rencontrer si nous pouvons avoir une certaine valeur ajoutée et résoudre les problèmes. Les autorités ukrainiennes, ces dernières années, depuis le coup d'État anticonstitutionnel de 2014, préparent à avoir des rencontres pour le plaisir de rencontrer et simuler des accords, des décisions concrètes à l'aide de nouveaux contacts sous les caméras. Et rappelez-vous, lorsque les accords de Minsk ont été bloqués par le régime de Kiev, le président Zelensky a dit plusieurs fois rencontrons-nous, retrouvons-nous. Et quand nous avons rappelé à nos collègues ukrainiens qu'en décembre 2019, il y avait eu le format Normandie à Paris et que toutes les décisions étaient adressées justement à Kiev et que Kiev n'a jamais honoré aucune de ces demandes. Ils ont rappelé encore qu'il fallait se retrouver et qu'à ce moment-là, nous aurons l'exécution des accords de Paris. Alors pourquoi se rencontrer à Paris si c'est pour finalement, il faut encore se retrouver et organiser un nouveau sommet. Donc cette manière de modifier et de décaler tout problème, comme ils avaient proposé de modifier le format Normandie, l'étendre aux États-Unis, à la Grande-Bretagne et à la Turquie aussi. Ils voulaient créer quelque chose de parallèle, un autre nombre d'initiatives qui sont proposées par les autorités de Kiev. Et toutes ces initiatives sont expliquées par une chose très très simple. C'est modifier, décaler sa propre efficacité, sa propre action sur l'efficacité de ces accords. Donc, nous ne sommes pas contre une rencontre avec le président Zelensky et j'espère que cette nécessité surviendra un moment. Mais en attendant, il y a un travail concret qui doit se faire sur la plateforme biélorusse que nous avons lancée. Et la partie ukrainienne nous a proposé de donner des réponses concrètes. Nous les attendons. Nous avons encore des représentants des médias ukrainiens et la télévision publique ukrainienne. C'est à vous la parole, s'il vous plaît. Monsieur Lavrov, chaque fois que la Russie vient avec la paix, avec les dénazifications, nous voyons des otages, aussi en Crimée contre les Tartares qui avaient lieu, mais sur les territoires occupés à côté de la mer d'Azov et du sud, il y a des femmes qui ont été kidnappées. En particulier, c'est Leila Ibrahimova, parce que vous êtes déjà monté au niveau supérieur, parce que jamais, depuis 8 ans, vous jamais kidnappé les femmes. Il faut que nos collègues turcs et les autres sachent ce que vous faites avec les Tartares de Crimée, parce que c'est mon ethnie, c'est ma nation, mais les Topoles où j'ai passé mon enfance. Vous avez dit que ce sont des faits, et je pense qu'en grande partie, c'est un autre mot qui commence par F, des fakes, et je pense que les médias, Internet dans l'ensemble, je ne connaissais pas cette histoire de cette dame qui aurait été membre cette représentante qui aurait été enlevée, mais les manières dont est fier Kiev, le député Shevchenko, par exemple, aurait disparu hier. Je ne sais pas, je n'ai pas de nouvelles. Il y avait un membre, M. Kiriev, qui participait pour la partie ukrainienne aux premières négociations, a été abattu par les services de sécurité qui l'auraient exécuté. Et puis après, on aurait dit simplement que c'était une lutte interne. Donc si on cherche à s'intéresser à ce genre d'histoire individuelle, on peut apprendre beaucoup de choses intéressantes et scandaleuses. Mais je considère que prendre un épisode qui, le plus souvent, est extrapolé et exciter l'opinion publique dans ce sens, notamment ici, en Turquie, simplement pour mener une politique anti-russe, encore une fois, c'est un décalage du dialogue sérieux que nous devons avoir. Et ce sont ces effets concrètement sur le fait que vous avez évoqué, je ne suis pas au courant.
Vous pouvez citer des noms, des prénoms, tout le monde. J'ai dit que je me renseignerai, mais en tout cas, pour l'instant, j'en ai pas entendu. Mais j'ai entendu parler de M. Shevchenko, qui a disparu, non pas à Zaporozhye, mais à Kiev. Пожалуйста, у нас здесь не интервью, пресс-конференция. Если вы позволите, если мы дадим возможность задать вопрос вашим коллегам. Пожалуйста, Excusez-moi, je vous demande de donner la parole à nos collègues. Je pense que vous avez été filmé, donc vous inquiétez pas. On va bien vous présenter dans votre pays. Ne vous inquiétez pas. Alors, nos collègues italiens, l'agence AGI. Микрофон можно? Prenez le micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Votre Excellence. Мы же говорили Vous, про vous êtes итальянское Sky News, агентство et nous AGI, avons да? parlé de Пожалуйста, l'agence дайте AGI. C'est vous. микрофон, Пожалуйста. Спасибо. Вот, Мария, здесь демократия. Ну да, они сейчас Regardez, c'est la démocratie ici. Vous vous arrachez le micro Oui, les uns ils les vont se autres. mettre d'accord. Sorry. There are some voices about the use of biological weapons. Certains parlent de l'utilisation des armes biologiques. What can you say about that? Thank you. Я только что уже сказал, что Je viens de le dire. J'ai dit que nous sommes très préoccupés par les informations qui ont été révélées sur le fait que les États-Unis avaient installé plusieurs dizaines de laboratoires chimiques sur le territoire de l'Ukraine dans le cadre de leur programme de création de sites chimiques partout dans le monde, en infraction à la Convention sur l'interdiction des armes chimiques, et nous avons envoyé une demande officielle pour demander des explications, et nous allons exiger des réponses sur le fait qu'ils auraient utilisé ces armes. Déjà, je n'ai aucune information, mais en tout cas, ces histoires d'expérimentation sur la population civile, et d'ailleurs orientée ethniquement, là, il n'y a quasiment plus d'hésitation. Известия, à vous la parole. Микрофон, пожалуйста, известие. Prenez le micro, s'il vous plaît. Monsieur Lavrov, l'Amérique déclare ouvertement que ses ambassadeurs ont reçu le message de convaincre les gouvernements du monde entier de rejoindre les sanctions. Avez-vous donné des ordres appropriés à nos ambassadeurs pour dissuader de ne pas... cette isolation, c'est dans la tête de l'Occident ou il y a des... Vous savez, à tous nos ambassadeurs, nous donnons une orientation sur notre population, sur notre politique, sur notre point de vue sur telle ou telle question. C'est le ministère des Affaires étrangères qui le fait, et nos ambassadeurs font suivre cette information auprès des autorités du pays dans lequel ils résident pour que ces autorités aient une image correcte de la situation. Courir partout dans le monde pour forcer les pays où l'ONU pour influencer auprès du grand frère, non, ce n'est pas notre tradition. Et ce que font les Américains, ils ne le cachent pas. Ils disent qu'ils exigent de la Turquie, de l'Inde, de l'Égypte, de pays d'Asie du Sud-Est et même de la Chine de satisfaire les sanctions, d'approuver les sanctions unilatérales américaines. C'est un manque de respect pour ces grands pays, ces grandes civilisations. Je ne pouvais pas l'imaginer, mais les Américains le font. Ils font feu de tout bois pour renforcer ces sanctions contre la Russie. Nous ne faisons pas ce genre de choses. Sky News, à vous la parole maintenant. Можно нам микрофон Sky News? Спасибо. Ils sont là, Sky News. А это оригинальный. Nous avons le Sky News original. Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre. Vous avez dit que la Russie n'avait pas l'invasion d'intervenir en Ukraine. Vous l'avez dit il y a un certain temps, mais maintenant on voit que c'est le cas. Vous avez aussi dit que la Russie ne toucherait pas les personnes civiles alors que des centaines et des hôpitaux font l'objet des attaques. Pourquoi les Ukrainiens devraient vous prendre au sérieux désormais, avec tout le respect?
À propos des hôpitaux et des maternités, je l'ai dit, mais vous écoutez pas, personne ne le dira dans les médias occidentaux que nous avions prévenu il y a 3 jours à l'ONU ce qui se passerait dans cette maternité. En ce qui concerne les déclarations sur le fait qui va faire quoi ou ne va pas le faire, nous avons, jusqu'au dernier moment, nous avons voulu résoudre le problème par la diplomatie. Nous avons présenté des documents très clairs sur nos projets d'accord Russie-OTAN avec les Américains pour assurer la sécurité de tous les pays, sans exception, du continent européen, y compris l'Ukraine. On nous a dit, l'Ukraine, c'est à nous. Et nous déciderons nous-mêmes avec l'Ukraine de son sort. Et beaucoup de choses ont été refusées dans ce que nous avons proposé, et notamment l'élimination de menaces militaires directes pour la Fédération de Russie. Le président Poutine a dit directement pourquoi il a pris la décision de mener cette opération spéciale. J'espère que, même si vous n'avez pas le droit d'en parler, mais j'espère que vous-même, vous pouvez lire cette déclaration du président et comprendre notre logique. Il a tout expliqué clairement. L'Ukraine, une Ukraine qui sera démilitarisée, amicale, dans laquelle il n'y aurait pas de menace de création d'un nouveau gouvernement néo-nazi, une Ukraine où il n'y aura pas d'interdiction de la langue russe, de la population russe, de l'Église orthodoxe russe. Quand tout cela sera inscrit dans la législation, et sans ces imprécations des 8 ans qui ont refusé d'écouter nos demandes, voilà, nous sommes pour une Ukraine de ce type. Mais au lieu de cela, nous avons entendu des imprécations, des critiques. Et quand il y a eu la loi sur la langue nationale qui a été adoptée en Ukraine, où seule la langue ukrainienne était bonne pour l'emploi et que toutes les autres langues étaient brimées, notamment dans l'enseignement, dans les maternelles, dans les écoles primaires. Et ce n'est pas que nous, mais aussi les Bulgares, les Roumains, les Hongrois ont manifesté leur mécontentement. La partie russe a fait une exception, l'Union européenne a fait une exception pour les langues de l'Union européenne. C'est-à-dire, donc c'était un mépris du droit international. Alors que, théoriquement, la langue russe aurait dû être proposée. Les pays occidentaux n'ont rien dit, ils se sont calmés. Et ça souligne une nouvelle fois que l'Occident avait besoin de l'Ukraine qu'une chose, c'est qu'elle travaille contre la Russie, qu'elle travaille contre tout ce qui est russe. Tout ce que l'Occident a fait, par exemple, sur le référendum de Crimée, ce ne sont que des doubles standards. Au Kosovo, il n'y avait pas eu de référendum, mais l'OTAN a créé une situation par ces bombardements pour créer une nouvelle situation. Et quand on a créé un organe législatif sur place et que tous les pays occidentaux, ou presque tous les pays occidentaux, ont soutenu cette proclamation de l'indépendance du Kosovo, c'était bon. Et pourquoi les Albanais ont droit et les habitants de Crimée n'ont pas le droit? Les Albanais en Yougoslavie. Et tout ça a été encouragé. On les a encouragés dans cette direction parce que l'objectif de ce pays ancien comme la Grande-Bretagne, c'est qu'il n'y ait pas de pays importants dans les Balkans. Et cet objectif était suivi aussi à l'égard de la Fédération de Russie. Mais encore une fois, je le répète, nous avons compris qu'il ne s'agit absolument pas de l'Ukraine ici, mais il s'agit d'une agression contre tout ce qui est russe. Les intérêts, la religion, la culture, la langue, la sécurité, etc., etc. Et aujourd'hui, maintenant, la réaction occidentale sur nos actions est complètement hystérique, je dirais ça ainsi. Elle montre que c'est un combat pour la vie. La Russie doit être sur la
carte politique du monde dans le respect de ses intérêts. CCTV, la chaîne chinoise. Thank you, Allez-y. Foreign Minister. Merci, Monsieur le Ministre. Just now, Ukraine Foreign Minister said Le there is ministre no ukrainien des progress Affaires on étrangères a dit qu'il n'y avait ceasefire. pas eu de progrès My sur le question cessez-le-feu. is, Ma question est is there any suivante. Y a-t-il un résultat positif de cette réunion et quel est votre projet pour améliorer les situations de crise maintenant? J'ai déjà dit au début que nous sommes venus ici non pas pour changer l'orientation de négociations qui avait été mise en place par les présidents russes et ukrainiens et qui se poursuivent sur le territoire biélorusse. C'est là que se discutent toutes les questions importantes. Nous avons parfaitement exposé en détail ce qu'il faut pour terminer, achever cette crise, pour assurer la stabilité, la sécurité de l'Ukraine et sa dénazification et sa démilitarisation. Il y a un dialogue concret qui se poursuit. Nous avons dit dès le début de la rencontre d'aujourd'hui que nous n'allons pas créer une orientation parallèle, contrairement à ce que voudraient peut-être les Ukrainiens. Ils préfèrent toujours changer, modifier le travail sur les accords qui est fait en créant de nouveaux formats de discussion qui doivent évidemment être les plus importants dans les médias, dans les nouvelles, et qui ne sont qu'une simulation de véritable travail. En ce qui concerne notre discussion d'aujourd'hui, je ne suis pas étonné que M. Kouleba ait dit que nous n'avons pas obtenu de cessez-le-feu. Ce n'était pas l'objectif de la discussion d'aujourd'hui. Toutes les propositions que nous avons faites et les faits consécutifs sont parfaitement connus de la partie ukrainienne. Et si l'objectif de la rencontre est de poser ces questions, concluons un cessez-le-feu, organisons des corridors humanitaires, non pas comme le propose la Russie, mais comme le propose l'Ukraine. Et si tout cela se fait uniquement pour dire aux journalistes, vous voyez, tous nos efforts ont échoué, je pense que ça fait partie de cette logique de la diplomatie, de la politique ukrainienne. Donc ce sont des effets de façade, mais pour le public, mais qui modifient le véritable travail qui est mené. Vous, au premier rang, s'il vous plaît. Merci. A-News. Ma première question, c'est sur l'interdiction d'importer le pétrole et le gaz par les États-Unis. Et qu'en est-il de la politique pétrolière en Europe? Et la deuxième question concerne les sanctions. Comment la Russie réagit à ces sanctions des pays différents? Je crois avoir déjà abordé cette question. Comment nous allons... votre collègue avait posé une question. J'ai répondu que nous résoudrons cette question et ensuite nous ne serons plus dépendants en aucune façon de partenaires occidentaux, que ce soit des gouvernements ou des entreprises qui ne cherchent pas leur intérêt, mais qui pratiquent l'agression politique contre la Russie. Nous ferons ainsi que nous n'aurons plus l'occasion de nous retrouver dans de telles situations. Et n'importe quel oncle, que ce soit l'oncle Sam ou un autre, ne pourra plus prendre des décisions visant à détruire notre économie. Nous trouverons le moyen de ne plus dépendre de cela. En ce qui concerne, il y avait une autre question? Les sanctions. Oui, je parle des sanctions. Le gaz et le pétrole. Oui, à propos du gaz et du pétrole, encore une fois, nous laissons cela à l'examen et à la conscience de nos collègues occidentaux. Nous n'avons jamais utilisé le gaz et le pétrole comme armes. On nous accuse sans arrêt de cela. En 2010, si je me souviens bien, la première crise, il y avait les autorités ukrainiennes qui ont commencé tout simplement à voler le gaz qui était destiné à l'Europe occidentale. Ils ont refusé de parler. Nous avons
assurer, conformément à nos obligations, le volume et les prix, et eux, ils volaient. Est-ce que l'Europe a cherché à apaiser cette situation? Non, ils ont dit que la Russie utilisait ce gaz comme arme, alors qu'elle savait très très bien ce qui se passait. Encore une fois, je vous dis, tout ce qui se produit autour de l'Ukraine ne peut être évalué que d'après un critère. C'est comment utiliser la situation pour porter atteinte à la Russie. Et ça, c'était déjà avant que ce soit déclaré officiellement. L'Europe, regardez, c'est intéressant, qui est tout à fait typique des valeurs européennes. L'Europe nous insulte, nous impose des sanctions, invite les entreprises à quitter le marché russe. Et après, ils disent, mais le gaz et le pétrole russe, on va quand même l'acheter, sinon on va avoir froid. Eh bien d'accord, si vous l'achetez, notre vice-premier ministre, Alexandre Novak, qui s'occupe des questions énergétiques, il a expliqué de façon tout à fait détaillée que nous n'allons chercher à convaincre personne à acheter notre gaz. Si vous voulez acheter autre chose, faites-le. Nous avons des débouchés. Nous les aurons, nous les avons déjà. Le correspondant américain. Le micro, s'il vous plaît. Une seconde, Mike. Merci. Wall Street Journal. Ma question, la Russie a-t-elle des feux rouges concernant l'aide militaire? Où pourriez-vous faire cette ligne rouge? Je n'ai pas bien compris. Avant d'entreprendre une action militaire, par qui? Contre les pays, par les pays qui envoient l'aide militaire. Avez-vous un feu rouge? Par exemple, certains pays envoient l'aide militaire à l'Ukraine. Avez-vous un feu rouge dans ce cadre concernant l'aide militaire avant de prendre des actions? J'ai déjà parlé de la question de savoir si nous allons réagir à ce que font les pays occidentaux vis-à-vis de l'Ukraine. Nous considérons que ces pays créent une menace considérable, notamment pour eux, quand ils fournissent des armements dangereux, notamment des systèmes anti-aériens mobiles, et ils sont tout à fait prêts à les distribuer comme ça. Comme les autorités ukrainiennes ont distribué des armes automatiques à la population sans aucun contrôle. Nous n'avons aucun plan vis-à-vis des pays qui sont, disons, membres de l'OTAN. Ma collègue britannique, Liz Truss, a déclaré que si Poutine ne perd pas en Ukraine, ses ambitions seront sans limite et les prochaines victimes seront les pays baltes et la Moldavie. Ce n'est pas nous qui le disons. C'est Liz Truss qui est connue pour ses aphorismes, mais en l'occurrence, quand elle prophétise une agression contre les pays baltes et la Moldavie, cela correspond tout à fait à l'historique de la diplomatie britannique, puisque les Britanniques avaient écrit aussi un faux testament de Pierre Ier. Andrei Kolesnikov. Bonjour, commerçant. Monsieur Lavrov, aujourd'hui, il devient possible ce qu'on ne pouvait pas s'imaginer encore hier. Croyez-vous qu'une guerre nucléaire puisse être commencée? Je ne veux pas y croire, je n'y crois pas. J'attire votre attention sur le fait que le thème nucléaire, dans le contexte des événements qui se produisent en Ukraine ces dernières années et qui se sont aggravés ces derniers mois et ces dernières semaines, ce thème de nucléaire a été soulevé exclusivement par les pays occidentaux, en particulier ceux de l'OTAN. Je vous rappelle que Liz Truss, on parle beaucoup d'elle aujourd'hui, avait déclaré qu'elle n'excluait pas un conflit entre l'OTAN et la Russie
Je vous rappelle aussi que M. Stoltenberg, qui de façon peut-être un peu trop autonome, agit en faisant des déclarations sans les valider avec tous les membres de l'OTAN. Il a dit que si l'OTAN le veut, l'arme nucléaire peut être déployée dans les pays orientaux de l'Alliance. Jean-Yves Le Drian a dit aussi que Poutine devait se souvenir que la France aussi a l'arme nucléaire. Et le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, avait dit que les pays occidentaux déclarent une guerre totale, une guerre économique totale contre la Russie. C'est ce qu'ont dit les Français. Et le président Biden, j'ai déjà cité cet exemple, quand on lui a demandé s'il y avait une alternative aux sanctions, il a dit l'alternative ne peut être que la troisième guerre mondiale. Donc, vous voyez que c'est eux, ils l'ont en tête et ça ressort régulièrement. Nous n'en parlons jamais. Mais bien sûr, cela est effrayant parce que ce sont des lapsus révélateurs. Deux questions finales. Khabar. Le président du Kazakhstan a proposé de considérer son pays comme une plateforme de négociation. La Russie, est-ce qu'elle considère cette proposition? Et quand est-ce qu'on pourrait avoir lieu des négociations entre les parties en conflit? Comme je l'ai déjà dit au début de notre conférence de presse, la Russie est reconnaissante envers tous ceux qui, pour de bons motifs, proposent leurs services pour contribuer au règlement de la crise grave intra-ukrainienne et tous ceux qui sont prêts à contribuer à trouver une solution, puisque c'est la préoccupation de tous les pays et dans un respect des intérêts. L'essentiel, c'est que ces propositions qui, comme je l'ai dit, comme l'ont dit, émanent des meilleures intentions, autant nos amis turcs que nos amis kazakhs. Je pense qu'il faut voir aussi ce que font les Ukrainiens quand ils ne respectent pas leurs obligations et changent l'ordre du jour des... Ils avaient proposé aussi de déplacer au Kazakhstan la plateforme de discussion contre les accords de Minsk. Et puis ils avaient proposé la plateforme turque aussi. Et je pense qu'ici se cache leur souhait de ne pas remplir leurs obligations à laquelle ils ont souscrit et faire une politique des faits. Mais encore une fois, comme l'a dit le président Poutine, nous l'avons rappelé, il faut apporter une valeur ajoutée à ces discussions. Nous sommes prêts à discuter dans des formats qui ne seront pas simplement des discussions. La question finale. BBC News, James Lander. Monsieur le ministre, la Russie est-elle sérieuse en disant qu'elle cherche une solution à cette crise? Oui, nous sommes tout à fait sérieux. Qu'avez-vous apporté à la table aujourd'hui? Quel progrès avez-vous eu? Comment pouvez-vous parler d'une diplomatie et d'un cessez-le-feu et des négociations quand une maternité a été frappée et autant de civils ont été tués? Oui, vous voyez, pour la troisième fois, on m'interroge sur la maternité et la troisième fois, on ne veut pas écouter la réponse. Vous n'écoutez pas. Là, enfin, je ne sais pas si vous comprenez le russe. Enfin, j'ai dit... je dis c'est la troisième fois qu'on nous interroge sur la maternité. Je dis que c'est la troisième fois qu'on n'écoute pas la réponse que je donne. Ce que votre coopération et d'autres médias occidentaux en font aujourd'hui les gros titres. Nous en avons parlé le 7 mars au Conseil de sécurité de l'ONU. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus d'enfants, plus de femmes enceintes et plus de personnel soignant sur place, mais des militaires du bataillon Azov et des extrémistes qui sont installés dessus. Comme ils le font dans toute l'Ukraine, transformant les gens en boucliers humains,
en transformant les quartiers résidentiels aussi en boucliers humains et en disposant des armes lourdes pour bombarder les rebelles de Donetsk et Lugansk et bombarder l'armée russe. Tout cela est fait tout à fait, nos propositions, elles sont tout à fait sérieuses. Dès le 15 décembre dernier, nous avons proposé de mettre en place un système de sécurité. Ce n'est pas un nouveau système, mais c'est mettre en œuvre ce dont il a souvent été question au plus haut niveau, notamment à Istanbul, au sommet de l'OSCE et à Astana, et qui est écrit noir sur blanc, c'est-à-dire chaque pays a le droit de choisir ses alliances, mais personne n'a le droit de renforcer sa sécurité aux dépens de celle des autres. Cette formule était validée. Vous avez évoqué la diplomatie. Oui, c'était le sommet de la diplomatie, c'est-à-dire une décision signée par les grands dirigeants de Russie, de nos voisins et, excusez-moi, mais du monde libre. Personne ne renforcerait sa sécurité aux dépens de celle des autres et aucune organisation ou pays ou groupe de pays, aucune organisation sur l'espace européen n'a le droit à avoir la domination sur le territoire. Comme le fait aujourd'hui l'OTAN en infraction à tous ses engagements et aux engagements des États membres. Et quand nos propositions de conclure un accord entre la Russie et l'OTAN dans lequel serait fixé le principe qui n'est pas tiré simplement comme ça, mais qui a été validé au plus haut niveau, c'est-à-dire qu'il soit codifié avec un caractère juridiquement contraignant, au lieu de répondre au niveau des chefs d'État, nous avons reçu un certificat de M. Stoltenberg et un autre de M. Borrell où, sur une demi-page, il était dit qu'ils étaient prêts à discuter et c'est tout. Mais le fait que les obligations devaient être mises en œuvre, mais non pas l'OTAN et l'Union européenne, mais chacun de ces pays, c'est-à-dire la Grande-Bretagne et d'autres pays, et les dirigeants déléguaient leur pouvoir au secrétaire général de l'OTAN toutes leurs compétences et ils lui conféraient leur responsabilité pour l'exécution ou la non-exécution de telle ou telle promesse qui avait été entérinée dans les sommets de l'OSCE. Voilà ce qu'est devenu la diplomatie des représentants, de vos représentants, des représentants occidentaux. Aujourd'hui, nous voulons une véritable diplomatie qui puisse résoudre toutes les questions. Mais cette fois-ci, nous avons clairement expliqué que la démilitarisation de l'Ukraine était nécessaire et qu'elle devait s'accompagner d'une dénazification et qu'il ne fallait pas perdre de temps parce que la menace qui prenait jour sur ce territoire était directement dirigée contre la Russie. C'était une menace linguistique, culturelle, civilisationnelle, militaire et cette menace est tout à fait claire. Et par conséquent, oui, effectivement, si nous avons affaire à des gens honnêtes, si nous discutons franchement, je pense que si ça avait été le cas, tout serait déjà résolu depuis longtemps et l'accord sur la sécurité aurait été signé. Mais nous ne voyons pas de partenaire qui soit prêt à avoir affaire avec nous. Pourtant, il y a eu des tentatives qui se sont manifestées. J'espère qu'il y a on voit qu'il y a des dirigeants européens qui se sont un peu activés là pour trouver une solution en Ukraine. Ils se rendent compte qu'il y a un problème existentiel, il y a une menace existentielle pour la sécurité européenne et qui correspond à leur réticence à remplir leurs obligations. Nous ne voulions pas de guerre, nous n'en voulons pas maintenant. Et compte tenu des intérêts des deux républiques qui, en 2014, ont refusé d'accepter le coup d'État sanglant de 2014, et ce pouvoir issu du coup d'État qui ont même brûlé vifs des gens à Odessa,
qui ont envoyé des bombarder la ville de Lugansk et qui, pendant 8 ans, a bombardé les quartiers résidentiels, les écoles, les jardins d'enfants dans le Donbass. Nous avons des preuves à profusion là-dessus. Je salue d'ailleurs tous les journalistes qui ont risqué leur vie sur place, qui ont raconté. Et les journalistes occidentaux, pendant ces 8 ans, ne sont quasiment pas venus sur la ligne de contact et n'ont pas montré que la vie qui était sur place. Dans 70%, 90% des cas, les frappes étaient contre les représentants des rebelles. Il y a quelques jours, justement, un représentant de la BBC a d'ailleurs fait un reportage honnête. Mais pour que ce thème ait été traité tous les jours pour montrer ce que faisait le régime de Kiev contre sa population de Donbass, en infraction aux résolutions des accords de Minsk validés au plus haut niveau par le Conseil de sécurité de l'ONU. Si tout cela avait été montré à temps, alors quand on voit ce que vous montrez aujourd'hui et comment c'est présenté, donc je pense que c'est très intéressant d'étudier tout cela sur la liberté de propos, sur l'accès à l'information et sur beaucoup d'autres choses qui sont aussi intégrées dans les accords au plus haut niveau par l'OSCE, mais qui ne sont pas respectés par les pays occidentaux. Chers collègues, je vous remercie. Ainsi, on termine la conférence de presse.